L'Afrique, un continent immense. Et pour vraiment comprendre son histoire, il faut d'abord comprendre sa géographie, sa terre. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va plonger dans cette relation très forte entre le décor physique de l'Afrique et des millénaires d'histoire humaine. Voilà, c'est vraiment l'idée qui va nous guider. La géographie, c'est la scène, le décor si on veut. Elle pose le cadre, elle peut faciliter les choses ou au contraire créer de sacrés défis, mais au final, ce sont toujours les gens, les sociétés, qui écrivent l'histoire. Et ce qui est fascinant en Afrique, c'est de voir à quel point les réponses à ces défis ont été créatives. Alors la grande question qu'on se pose, c'est celle-ci. Comment est-ce que cette scène, ce décor physique incroyable, avec sa géologie si particulière, ses climats uniques, a pu façonner l'histoire humaine? Comment les gens ont-ils interagi avec? C'est parti, on y va. Ok, alors pour commencer, on va s'attaquer aux fondations. Et je le dis au sens propre, pour piger l'Afrique, il faut d'abord regarder sous la surface, creuser dans son histoire géologique qui est d'une vieillesse incroyable. Le mot-clé ici, c'est bouclier précambrien. Alors c'est quoi ce truc? Imaginez un socle rocheux, mais alors super ancien, super rigide. On parle de roches qui ont plus de 600 millions d'années. Et ce socle, il forme la quasi-totalité du continent. C'est ça qui donne à l'Afrique cette stabilité géologique qu'on ne retrouve presque nulle part ailleurs. Et là, la différence avec d'autres continents est juste frappante. Pensez à l'Europe ou à l'Asie avec les Alpes, l'Himalaya, toutes ces chaînes de montagnes jeunes, pliées par des collisions de plaques. L'Afrique, c'est tout l'inverse. C'est une plateforme immense et ancienne qui a été usée, polie par l'érosion pendant des milliards d'années, mais qui n'a pas été froissée récemment. Mais attention, à cette stabilité quasi parfaite, il y a une exception. Et quelle exception? Une cicatrice gigantesque qui déchire littéralement l'est du continent. On l'appelle la Grande Vallée du Rift. Et ce n'est pas juste une petite fissure, non, c'est un système super complexe qui a complètement redessiné le paysage de l'Afrique de l'Est. Ça a donné naissance à des volcans géants, une chaîne de lacs très profonds, et surtout, pour l'histoire humaine, ça a créé un corridor naturel, une sorte d'autoroute pour les toutes premières migrations. Juste pour qu'on se rende compte de l'échelle, pensez au Kilimandjaro, presque 6000 mètres de haut, un géant de rochers volcaniques avec ses neiges éternelles juste à côté de l'équateur. Ce monstre, c'est une conséquence directe de la puissance de cette fracture tectonique. Ok, on a parlé des fondations de la roche. Maintenant, levons les yeux au ciel. Parce que si la géologie c'est la scène, alors le climat c'est vraiment le metteur en scène. C'est une force de changement et d'organisation qui est juste phénoménale, sur tout le continent. Et pour illustrer ça, il n'y a pas meilleur exemple que l'histoire du Sahara. Oubliez l'image d'Épinal du désert aride. Il faut s'imaginer qu'il y a à peine quelques milliers d'années, cet endroit était une savane verte, pleine de rivières, de lacs, un vrai centre de vie humaine. Et ça, c'est un point super important. Même quand il est devenu un désert, le Sahara n'a jamais été un mur infranchissable. Il a plutôt joué le rôle d'un filtre. Ça ralentit les échanges entre le nord et le sud, c'est sûr, mais ça ne les a jamais arrêtés. C'est comme une membrane un peu poreuse que les caravanes ont toujours réussi à traverser. D'ailleurs, le fonctionnement des pluies en Afrique, c'est une mécanique fascinante. C'est un peu comme une danse entre deux géants. D'un côté, on a l'harmattan, un vent qui vient du Sahara, donc très sec, très chaud. De l'autre, la mousson qui arrive de l'océan, chargée d'humidité. Et la zone où ils se rencontrent, elle bouge, elle ondule au fil des saisons, et c'est elle qui apporte les pluies, si cruciales pour la vie. Et le résultat de ce grand moteur climatique, c'est assez spectaculaire. On observe une organisation par zone qui est quasiment parfaite. C'est symétrique. De chaque côté de l'équateur, les climats se répondent comme dans un miroir. Forêt équatoriale au centre, puis savane, puis désert. Cette organisation super claire, on ne la retrouve nulle part ailleurs dans le monde. Bon, avec une géographie aussi particulière, on a souvent entendu dire que l'Afrique était un continent isolé. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'elle était si coupée que ça du reste du monde? Regardons les choses d'un peu plus près. Alors, c'est vrai, l'Afrique est un continent massif. 30 millions de kilomètres carrés, c'est énorme. Sa forme est très compacte, on n'a pas les grandes péninsules qu'on voit en Europe par exemple, ses côtes sont assez droites avec peu de grands ports naturels et le fond marin plonge très vite. Tout ça a fait que pendant longtemps, aborder ce continent par la mer, c'était, disons, assez intimidant. Et puis, il y a les océans qui l'entourent. Et là, il y a deux salles, deux ambiances. D'un côté, l'Atlantique. Pour les anciens voiliers, c'était un vrai casse-tête à cause des vents qui soufflaient toujours dans le mauvais sens pour le retour. Et de l'autre côté, l'océan Indien. Là, c'est l'inverse. Une véritable autoroute maritime grâce aux moussons qui changent de sens. Ça a permis de connecter l'Afrique de l'Est à l'Asie depuis des siècles et des siècles. Vraiment deux façades, deux histoires différentes. On pourrait se dire, ok, mais il y a les grands fleuves, non? Le Nil, le Congo, le Niger, ça a dû être des autoroutes pour explorer l'intérieur. Eh bien, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Le truc, c'est que les grands fleuves africains sont bourrés d'obstacles. Sur le Congo, par exemple, il y a 32 séries de rapides infranchissables. Le Nil est barré par 6 grosses cataractes. Le Zambèze, lui, il y a les chutes Victoria, quand même une chute de 110 mètres de haut. Du coup, le résultat est simple. Impossible de remonter ces fleuves en bateau depuis la mer. L'intérieur du continent est donc resté à l'abri, en quelque sorte. Alors, face à ce décor si particulier, à tous ces défis, comment les sociétés africaines ont-elles fait? C'est là que ça devient passionnant, parce que c'est là que l'histoire humaine entre en jeu. Et la réponse, c'est l'adaptation. Une adaptation et une maîtrise de l'environnement qui sont tout simplement remarquables. Bien sûr, cette chronologie n'est qu'un tout petit aperçu, mais elle montre bien cette capacité incroyable d'adaptation au fil du temps. On parle des communautés dans le Sahara quand il était vert il y a 10 000 ans, jusqu'aux bâtisseurs du Grand Zimbabwe ou aux grands empires du Sahel qui étaient les maîtres du commerce à travers le désert. À chaque fois, chaque civilisation a trouvé ses propres solutions pour prospérer dans son environnement. Et s'il y a un mot qui a façonné cette histoire, c'est bien celui-ci, l'or. Ça résonne à travers les siècles. Les richesses du sous-sol africain, ça a été un moteur économique absolument essentiel et bien sûr un aimant hyper puissant pour le reste du monde. Alors oui, il y a l'or, évidemment, mais il ne faut pas oublier le fer. La maîtrise du fer a permis de construire des royaumes puissants. Et puis le sel, qui venait du désert et qui à certaines époques valait littéralement son pesant d'or. Ces 3 ressources ont été le carburant de réseaux commerciaux ultra sophistiqués, et ça bien avant l'arrivée des Européens. Des réseaux qui connectaient des peuples sur des milliers et des milliers de kilomètres. Et on en arrive à la conclusion. Peut-être l'idée la plus importante de toutes. Finalement, cette géographie n'a pas dressé des murs. Au contraire, elle a créé des ponts. Les peuples africains n'ont pas vu des barrières, mais plutôt des zones différentes et complémentaires. Ils ont su tisser des liens, des échanges indispensables entre la forêt et la savane, entre le désert et la bande du Sahel, créant au final une sorte d'immense tapisserie de civilisations, toutes connectées les unes aux autres. Et cette très longue histoire d'adaptation, d'innovation, elle n'est pas finie. C'est un héritage qui est là, qui est immense. Et la vraie question, finalement, c'est de savoir quels nouveaux chapitres, quels nouveaux actes vont s'écrire sur cette scène africaine si riche, si complexe et si pleine de promesses.